Bien, bonjour à tous. On se retrouve à l'antenne, à l'Accor Arena, pour Big 2025. Déjà un an depuis cette dernière édition sur le progrès. Cette année, le thème, c'est la vérité. Et pour cette dernière émission sur l'antenne, on avait envie justement d'en parler. Non pas forcément comme d'un point de vue sociétal, mais plutôt d'un point de vue business. La vérité, la transparence, l'éthique peuvent-ils être vecteurs de création de valeur dans nos entreprises, pour nos entrepreneurs, en interne, en externe, avec leurs clients? Pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir un panel formidable en plateau. On a des gens, vous allez voir, qui ont beaucoup de choses à dire sur le sujet. On a à ma droite Dorit Naon. Bonjour Dorit, comment vas-tu? Hello, ça va super et toi? Ça va, on est très content de t'avoir. Tu es une femme, tu es extrêmement visible sur les réseaux sociaux, tu es influenceuse, tu es une femme engagée. Tu défends la thématique diversité, inclusion, tu te bats quotidiennement pour les femmes également. Donc merci d'être avec nous. Merci pour cette magnifique introduction. Bah écoute, ma foi, c'était le minimum vis-à-vis de tout ce que tu fais. Maurice Renet à ta droite. Bonjour Maurice. Vous êtes expert des politiques numériques publiques. Vous êtes un ex-membre de la CNIL, dans laquelle vous avez travaillé pendant plusieurs années. Vous avez participé à la création de Courrier International. Vous avez écrit de nombreux articles. Le premier, nous en parlions en préparant cette émission, dès les années 70 sur la data et ses impacts sur nos sociétés. Merci d'être avec nous Maurice. Bonsoir. Et vous êtes notamment invité aujourd'hui parce que vous ne vous arrêtez pas, hein, vous continuez, vous avez cofondé Ask Vera. On va en parler dans un instant, la première ONG qui vous permet de vérifier les faits. Alors on va revenir sur ce sujet. À ma gauche, Clara Guémard, bonjour. Vous êtes CEO et founder. Bonsoir. Vous êtes CEO et founder chez Raise, société d'investissement avec un prisme, un ADN natif, l'impact, le ESG. Vous êtes un des premiers à avoir fait le pari de cette vérité dans l'investissement, ce qui était extrêmement rare en 2012, au moment du lancement, je crois. Oui, on a démarré en 2012 et on est entreprise à mission. Voilà, donc faire de l'investissement, faire du PE, du private equity, et de mettre à cœur de la stratégie d'investissement l'ESG, c'était déjà un grand sujet de vérité, et vous l'avez énormément développé depuis, on va y revenir. David Sussman, bonjour. Bonjour. Alors David, on vous a fait venir, vous êtes l'industriel de cette table ronde, de cette émission. Vous êtes fondateur de Seafoodia il y a près de 30 ans. Seafoodia, c'est un acteur de la pêche. Vous êtes aujourd'hui un des acteurs principaux en France et à l'international. Donc vous avez des bateaux qui vont pêcher. Voilà, et puis vous transformez, vous distribuez derrière. Et puis en parallèle, vous avez créé Pure Océan, qui est une ONG qui, elle, défend les océans. Alors, on a un industriel qui est là pour valoriser les plus beaux produits de la mer, et en même temps vous avez créé l'ONG, vous avez créé votre on va dire votre némésis positive ONG pour faire attention, pour justement suivre vos combats, et on va en parler dans un instant. Merci d'être avec nous David. Merci. Alors j'en parlais, la vérité, la transparence, ce sont des enjeux qui nous permettent aujourd'hui de créer de la valeur pour nos entreprises et dans notre économie. Première question à Clara Guémard peut-être, je parlais à l'instant de Raise. Est-ce qu'on peut revenir sur le moment où vous vous êtes dit, alors que vous étiez chez GE, vous avez été VP en charge de toute l'Europe pour General Electric. Là, vous sautez le pas et vous partez fonder avec Gonzague, vous partez fonder un fonds d'investissement ESG. On est en 2012. Le ESG, on ne sait même pas vraiment ce que c'est encore dans le PE, mais vous y allez. Oui, alors avec Gonzague, on s'est rencontrés, on a déjeuné ensemble et c'était le jour où il y avait un article dans Libération qui disait « Jeunes de France, barrez-vous, l'avenir est ailleurs ». Moi, j'avais travaillé pour Invest in France. Gonzague était un des papes du private equity, mais il avait beaucoup développé l'aide aux entrepreneurs un peu partout en France. Et on s'est dit, on va créer une société où on va solliciter les grandes entreprises pour investir chez nous. Et nous, on va investir dans les belles PME, mais on va donner, nous, 50% du fameux carry d'interest, c'est-à-dire du bénéfice que l'équipe fait au bénéfice des entrepreneurs. Et ça nous a permis de créer une fondation qui s'appelle Raise Sherpa, qui a aujourd'hui plus de 60 millions d'euros. Et chemin faisant, on a pu recruter des gens qui donnent 50% de ce qu'ils gagnent. Et aujourd'hui, on a 80 personnes, on a un peu plus de 2,2 milliards sous gestion. Et pour parler de la vérité, quand on a lancé ça, on a dit ce qu'on allait faire et comment on allait le faire. Et au fond, je crois que la vérité, c'est ça, c'est de tout simplement dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit. Nous, on a dit qu'on donnait 50% de ce qu'on gagnait, qu'on allait faire un fonds à impact qui allait mesurer
en croissance et en volume l'impact sur la biodiversité, sur l'environnement, sur le social de ce qu'on faisait. On a dit qu'on allait être à parité totale, ce qui n'existait pas du tout dans le monde de la finance. Sur 80, 40 hommes, Donc 40 on femmes. était absolument, mais à tous les échelons. Donc on a du coup développé la gouvernance en binôme. Et par ailleurs, on a dit qu'on allait essayer de tout le temps innover pour le bien commun. Et c'est comme ça qu'on a développé des fonds de partage qui bénéficient aujourd'hui. On lève de l'argent, on l'investit. Et la moitié de l'argent, les investisseurs aussi donnent pour des grandes associations. Là, on a fait un fonds de partage pour l'enfance. Et la moitié des plus-values vont à l'Institut Imagine pour les maladies génétiques et l'autre moitié pour Espérance Banlieue pour aider les enfants dans les écoles. Et on est en train d'en développer d'autres. Donc le principe, c'est que quand on a démarré, les gens nous prenaient pour des bisounours. C'était un peu ma prochaine question. Voilà, Ouais. Quel était le rapport des LPs, des instituts, du marché, de vos concurrents, quand ils vous ont vu arriver avec cette promesse qui était pas forcément le grand chevalier blanc. Il y en avait certainement d'autres qui avaient des engagements par ailleurs, mais vous arriviez quand même avec un modèle complètement différent. On vous a dit que vous étiez une mode, on vous a dit que vous étiez... On nous a demandé si on faisait ça pour se donner bonne conscience ou pour la com. Hein, on nous a aussi... Mais quand vous donnez 50%, c'est implacable. Hein. Il n'y a personne d'autre qui le fait aujourd'hui, ni en France ni ailleurs. Et surtout, ça donne une puissance de frappe à votre fondation. Ce qui fait que nous, les jeunes entrepreneurs, nous ont très vite connus. Quand on fait des prêts à 100 000 euros, à taux zéro, avec 2 ans de différé, sans garantie, les entrepreneurs, ils viennent vous voir. Et donc, nous, avec Gonzague, on avait envie de vivre et de participer au monde de demain. Et de l'argent qu'on gagnait et qu'on donnait, c'était pour le donner à des gens qu'on admire. Donc des jeunes entrepreneuses et des jeunes entrepreneurs qui voulaient changer le monde, le changer pour un monde plus équitable, plus respectueux de l'environnement. Et donc cet argent-là, les équipes voient, grâce à la fondation, où il va, à quoi il sert et comment il se multiplie. Donc ils ont la double fierté de réussir dans leur métier d'investisseur et la fierté de se dire que cet argent fait réussir des entrepreneurs qui sont les entrepreneurs de demain. Dernière question, vous parliez de faire ce que de dire ce que l'on va faire et de faire ce que l'on a dit. Est-ce que en préparant l'émission, vous avez cité quelques chiffres sur des émissions de carbone que vous avez évitées par rapport à des taux dingues? Oui, en fait, quand on a lancé le fonds Impact, on a voulu mettre une méthodologie extrêmement claire et lisible qui s'appuie sur les ODD de l'ONU, donc quelque chose d'international. Et sur chaque investissement, on peut mesurer en croissance et en volume l'impact de l'investissement qu'on a mis dans l'entreprise. Et l'exemple que je donnais, c'est celui d'une entreprise qui s'appelle M2I, qui utilise la confusion sexuelle des insectes pour éviter les pesticides. L'avantage, c'est que ça ne touche que l'insecte qui est proliférant et pas les autres, et que c'est pas du tout toxique pour les autres insectes et pour la nature. Et quand on regarde la croissance de M2I dans ce domaine-là, ça a permis d'éviter les pesticides de la Pologne et de l'Espagne. Donc on peut le mesurer, ça c'est un exemple, mais on peut mesurer en chiffres, on mesure très exactement sur chacun des investissements qu'on fait et sur l'ensemble de Raise, l'impact environnemental et aussi l'impact sociétal, parce que nous, on est convaincus que si on n'aide pas aussi dans le social, on ne résolvera pas la question environnementale. Donc par exemple, on investit aussi dans des maisons de retraite en milieu rural, parce que c'est très important pour l'équilibre de la société, etc. Donc je pourrais donner plein d'autres exemples d'investissement. Le S et le G tout en même temps. En tout cas, bravo et merci de nous avoir partagé. En tout cas, ça va ensemble. Ça va ensemble. Si vous n'aimez pas la planète, enfin si vous n'aimez pas vous-même, si vous n'aimez pas les gens, si vous n'aimez pas la planète, faut pas être investisseur. Parce que c'est une passion que vous avez pour les entrepreneurs et pour les entrepreneuses, pour les gens qui sont créateurs, qui fait que vous allez investir. Et en plus de ça, c'est pas votre argent, c'est l'argent d'investisseurs. Donc il faut forcément qu'il y ait à la fois, évidemment, beaucoup de métiers, beaucoup de process. C'est un métier de financier, hein, donc mais il faut aussi qu'il y ait une relation de passion et d'amour et de confiance
parce qu'on est avec eux pendant 5, 6 ans, 7 ans, et très souvent, on investit, on réinvestit à côté d'eux. Donc, il faut vraiment croire à leur histoire et accompagner ces entrepreneurs comme, avec cette admiration et cette fierté qu'on peut avoir pour eux. Merci Clara. David, je vous vois hocher de la tête un peu par rapport à ce sujet d'engagement. C'est quelque chose qui, par rapport à l'introduction que je faisais, vous parle avec la création de Pur Océan en 2018. Oui, tout à fait. Pur Océan 2018, donc bon, sur votre présentation, je peux revenir dessus un tout petit peu. Oui, n'hésitez pas, corrigez-moi. Seafoodia, c'est une entreprise qui commercialise des merveilles de l'océan et de la nature. Vous pouvez pas le dire aussi bien que vous en même temps. Dans le monde entier, des pêches durables et responsables, bons pour les hommes, les animaux et la planète. Il existe aujourd'hui en effet des pêches qui sont durables et responsables. Bien sûr qu'il y a de la surpêche, on va en revenir dessus sur Pur Océan. Bien sûr que c'est quelque chose qu'il faut regarder de très très près, mais c'est ce qui nourrit de façon durable et responsable aujourd'hui l'humanité. Et c'est ce sur quoi on doit miser pour les années futures. J'en suis intimement convaincu depuis plus de 30 ans que je travaille chez Seafoodia. Ce modèle de pêche durable, c'est parce que vous avez fondé Seafoodia. J'ai fondé Seafoodia il y a 30 ans, en effet, aux États-Unis. Ce modèle de pêche durable, il était natif dans votre projet ou c'est votre parcours professionnel, des rencontres inspirantes ou l'urgence climatique qui vous a poussé à adopter ce modèle? Alors, lorsque j'ai créé Seafoodia, j'étais aux États-Unis dans un garage. Je venais d'avoir mon MBA, puisqu'on est entrepreneur ici. Je peux vous raconter juste le début de l'histoire. Et je rêvais de créer une entreprise de zéro, voilà, comme d'autres. Et j'envoie 1000 CV. On est en 94. Je viens d'avoir mon MBA. J'ai 10 jobs. Et je rencontre un distributeur de produits de la mer canadien qui me raconte en fait son métier fabuleux. Et je me dis, grâce à lui, je vais peut-être pouvoir exporter des produits de la mer dans le monde entier. Et comme j'ai une fascination pour l'océan, et j'ai mis l'océan au cœur de tous mes projets, l'océan et la nature, et au cœur de ma vie. D'accord ? Et j'encourage tous les entrepreneurs, voilà, s'ils y pensent, à faire comme moi, parce que c'est avec beaucoup d'enthousiasme que je peux dire que j'ai mis la nature et l'océan au cœur de ma vie dans tout ce que je fais. Ça va de l'ONG à l'entreprise, à ma vie au quotidien, et vous savez où j'habite. Et dès lors, j'ai pu en fait rencontrer des pêcheurs qui faisaient des bonnes pêches et qui cherchaient des marchés à l'international. Et donc je suis devenu leur courtier, leur représentant, leur broker, leur négociant. Et en fait, je suis plutôt rapidement devenu une entreprise de négoce international, parce que vous savez, les pêcheurs, ils veulent être payés, comme on dit, au cul du camion. Et de l'autre côté, les grands distributeurs, les gros industriels dans le monde, ils veulent payer plutôt après livraison. À 90 jours, à 120 jours. Donc vous devez organiser tout ça, toute cette logistique. Et aujourd'hui, je travaille dans 70 pays, c'est 125 000 tonnes. Et en effet, on fait parmi les leaders de notre marché. Mais ce que j'ai découvert, étant passionné par la nature, jusque-là, j'étais au Canada. Au Canada, les pêches, elles sont plutôt bien gérées. Elles sont plutôt ce que j'appelle responsables. Vous savez ce que vous pêchez, la taille du poisson, la façon de pêcher, etc. En voyageant dans le monde entier, j'ai vu le cauchemar, j'ai vu l'horreur, j'ai vu l'inacceptable. Pas que d'ailleurs dans le domaine des pêches. Et l'océan, puisque l'océan ne ment jamais, je me suis rendu compte que les chiffres en lien avec l'océan et la nature étaient terribles. Acidification de l'océan, surpêche, pollution plastique, 500 kilos par seconde, d'accord, de plastique aujourd'hui dans l'océan, etc. Et tous ces sujets-là m'ont tellement interpellé, si vous voulez, été tellement un miroir à une partie de mon activité professionnelle. Dans mon travail, je me suis dit, je vais faire de bons produits pour les hommes, les animaux, la planète. Et là, je suis ravi parce qu'on se retrouve, c'est un petit peu votre discours. Et je vais essayer de faire donc de bons produits et de la façon la plus appropriée possible, la plus responsable possible, avec un impact carbone le plus bas possible. Et c'est possible, parce qu'encore une fois, toutes les pêches ne sont pas la surpêche, les images terribles que vous pouvez voir à la télévision. Par contre, je vais lutter avec mon entreprise à ce que justement la surpêche soit décriée. Et je suis ravi de ce qu'on vient de voir dans les nouvelles depuis quelques jours. Vous avez vu, il y a des traités qui ont été signés à l'ONU. C'est fabuleux. Et ça va dans le bon sens, ce qui se passe depuis quelques années et quelques dizaines d'années. Et c'est à ce titre que j'ai décidé, il y a environ 13 ans, d'allouer 10% de mon résultat à des actions de mécénat et de philanthropie. C'est très clair, c'est 10%. Parce que j'aime bien parler quand même chiffres. On est des gens là, qui parlent en business et chiffres. Et j'ai commencé à soutenir des ONG. Et j'ai trouvé que ça allait pas assez vite. Et j'ai trouvé que vu l'enjeu terrible qui est de sauver cette planète le plus vite possible, et que je raconte mon histoire à tous mes copains entrepreneurs qui, eux, touchent pas
tous les jours du doigt le réchauffement climatique parce qu'ils sont dans d'autres métiers. Maintenant, tout le monde en est conscient ici. Personne ne peut dire qu'ils n'ont pas l'information. Et donc, à ce titre, j'ai décidé de créer Pur Océan. Pur Océan, c'est une ONG portée par des entrepreneurs. On est 120, on lève un peu plus d'1 million d'euros par an et on va financer des programmes de recherche appliqués chaque année. 6 projets par an. Dans le monde entier, on en a financé 34. C'est un peu plus de 8 millions d'euros qu'on a levé en 8 ans. Donc, c'est pas énorme, mais c'est déjà quand même une somme conséquente. Et mais pour information, vous savez, on a financé 34 projets, on en a eu près de 1500. Ça veut dire qu'il y a 1450 projets qu'on n'a pas financés aujourd'hui. Sur les océans. Sur les océans. Et je parlais aujourd'hui avec des gens de la tech, justement, à qui je disais comment on va pouvoir récupérer tous ces projets pour les mettre à disposition d'autres scientifiques et entrepreneurs qui vont pouvoir changer le monde parce qu'on a les solutions avec tous ces programmes de recherche. C'est magnifique. Merci David en tout cas. Et qu'est-ce qu'on peut, comment on peut soutenir la fondation? C'est seulement destiné aux entrepreneurs qui veulent engager leur entreprise, faire bouger également tout le collectif qui est avec eux? Ou est-ce que tous ceux qui nous regardent aujourd'hui, dirigeants, jeunes diplômés, cadres, peuvent également soutenir l'ONG? Alors tout le monde évidemment peut soutenir la Fondation Pur Océan et on invite justement à ouvrir des bureaux. On a ouvert Lorient, Paris, Marseille, mais c'est dans le monde entier qu'on essaye, que j'espère on va se déployer. Lorsque j'ai créé, j'ai rêvé de voir une start-up foundation et que ça me dépasse assez rapidement. Je vous avoue que ça me dépasse déjà. Parce qu'il y a énormément d'activités qui se passent tous les jours c'est bien, et j'y passe que 10 à 15% de son temps. Parce que je pense que tous les entrepreneurs doivent passer 10 à 15% de leur temps C'est votre à des formation actions. américaine, c'est le give back. Voilà, peut-être c'est le feedback, mais je pense qu'on a cette responsabilité et on en a la capacité. Donc au même titre qu'on gère sa vie et autres. Je voudrais vous donner juste un exemple concret sur un programme dont je suis assez fier. Ça vous prend juste 1 minute pour que le public comprenne chez Pur Océan, par exemple, ce que nous faisons. Il y a 4 ans, nous avions un programme de recherche au large de la mer Égée. C'est en Grèce, à 100 mètres de profondeur. On devait aller étudier du coralligène de Méditerranée. C'est du corail, d'accord, à 100 mètres de profondeur. Et pour des montants assez modiques, je crois que c'était un programme à 60 ou 80 000 euros, on envoie des chercheurs étudier et on collabore avec des associations, des chercheurs. On se rend compte qu'on découvre des nouveaux coraux, mais surtout que ce n'est pas quelques coraux, mais c'est des forêts entières au fond de la Méditerranée. Toutes les parties en présence échangent ensemble. Conclusion, 3 ans après, annoncée à Nice, pendant la conférence des Nations Unies, la fameuse en juin dernier, ça devient une décision étatique de la Grèce de créer au-dessus une aire marine protégée, écoutez bien, de près de 400 km² protégée, avec l'accord des collectivités locales et des pêcheurs. Ce qui signifie qu'un petit grain, 1 euro parfois, géré par des entrepreneurs, alors Pur Océan ou d'autres, peuvent avoir un impact énorme. Et si j'ai un message à dire sur Big aujourd'hui, c'est les copains entrepreneurs, vous n'avez plus le droit, parce que bien sûr, vous avez raison, il y a 30 ans, je ne savais pas l'état de la planète, vous avez raison quand j'ai créé Seafoodia. Probablement, vous non plus. Aujourd'hui, nous savons, et on doit mettre ça au cœur de notre business, et c'est comme ça qu'on développera encore mieux, parce que c'est vertueux, notre business. Merci David pour ce développement, merci Clara, David, infiniment, et puis bravo pour ce sujet en Grèce. C'est un énorme impact, effectivement, loin de la tech, mais maintenant c'est protégé. Maurice, Dorit, je me retourne vers vous. On a 2 entrepreneurs qui viennent de nous confier un petit peu leur bataille, leurs convictions et leurs actes. Je me retourne vers vous. On peut peut-être commencer par Maurice qui avait, donc je le disais en introduction, fondé Vera, cofondé Vera. Vera qui est venu apporter un WhatsApp, je crois, une ligne directe vers la vérité. Alors il fallait qu'on vous invite, vu le thème du jour. On peut fact-checker n'importe quel sujet, on peut poser n'importe quelle question et on a la garantie, puisque c'est une ONG, Vera, en tout cas vous allez nous expliquer comment on a cette garantie, d'avoir une réponse pour valider un fait. Maurice Renet, vous avez encore une fois étudié les datas, les données publiques depuis quelques années. Pourquoi en 2025, une telle solution était nécessaire pour les Français? Alors, elle était nécessaire à cause de la dimension nouvelle qu'a prise la désinformation avec les algorithmes, avec les plateformes sociales et de plus en plus avec l'essor de l'intelligence artificielle. Tous les matins,
Sur mon tableau de bord, j'ai les questions qui ont été posées la veille sur Vera. Je vais vous en montrer quelques-unes. Alors, pas mal de questions sur les conditions dans lesquelles Kirk a été assassiné aux États-Unis, avec pas mal de récits différents. Est-ce que c'est Israël? Est-ce que le paracétamol pris au cours de la grossesse cause l'autisme chez l'enfant? En fait, c'est une question de nature scientifique. Et ce qui est angoissant, c'est que ce propos-là a été avancé par Donald Trump tout récemment. En fait, la personne qui pose la question ici, elle la pose parce qu'elle a entendu ou lu que Trump avait développé émis cette hypothèse. On va Ouais, dire. voilà. Les Ukrainiens futilent leur pays par millions. En fait, depuis plusieurs jours, il y a une vidéo qui circule, qui est une fausse vidéo, où en fait on verrait des Ukrainiens quitter la Pologne, quitter l'Ukraine. En fait, c'est les Ukrainiens en réalité qui retournent en Ukraine. Un an après les JO de Paris, le village olympique est-il devenu un ghetto fantôme? En fait, c'est du dénigrement. Ce bâtiment a été fait pour les Jeux olympiques et il va être réaménagé. Et là, actuellement, il va être réaménagé en logement. En logement, voilà. Albanie, une ministre de l'IA pour le nommer au gouvernement. Alors là, évidemment, c'est une question qui interpelle beaucoup les gens. Et en fait, bon, c'est vrai. Voilà. Donc, parmi les questions qui nous sont soumises, il y a des rumeurs, des demi-vérités, des informations fallacieuses. Combien de questions par jour, par mois? Actuellement, on a, depuis 6 mois, on a recueilli 300 000 réponses. Et donc, c'est quelques milliers... par jour, et c'est voilà. 30-40 000 par mois. Voilà. Voilà, quand même. Et on démarre, en fait, puisque en fait, on a démarré de rien, puisque on n'a pas de moyens particuliers, nous sommes une ONG, en fait... et on observe actuellement un développement en Afrique, un développement spontané en fait. On n'a rien fait pour, et on voit pas mal de questions qui apparaissent, enfin, qui proviennent d'Afrique. Donc, nous, ce qu'on observe nous là avec ces questions, c'est un continuum de rumeurs, de désinformation malveillante, de dénigrement, aussi et les gens qui se tournent vers nous, c'est parce qu'ils ont un doute sur les questions, sur les informations qui circulent, soit un doute, soit en fait ils attendent de nous, de Vera, elle s'appelle Vera l'IA, qu'elle confirme l'information qu'ils ont découvert. Alors, puisque le thème de ce soir c'est la vérité, oui. En fait, nous on ne prétend pas dire la vérité, dire le vrai. L'outil qu'on a mis en place, c'est un outil qui permet de vérifier. Notre critère, c'est la vérifiabilité. Donc, on fonctionne avec un moteur, des algorithmes, des prompts, mais qui ne vont chercher l'information, qui ne vont vérifier l'information que dans un socle très sélectif de sources. En fait, quand on nous pose une question, nous, on fait une recherche dans 400 sources. 200 sources qui sont des sources de fact-checking, donc des équipes, des collectifs dont l'activité est de vérifier. Et puis, par ailleurs, on va vérifier aussi dans des sources de presse, donc des journaux reconnus, rigoureux pour leur professionnalisme. Et c'est en combinant ces deux sources plus Wikipédia qu'on est capable de répondre aux questions. Et c'est très important par rapport au moteur, par rapport au chatbot et par rapport aux intelligences artificielles conversationnelles. Quand Vera ne trouve pas, n'est pas capable de vérifier, elle dit « je ne sais pas ». Or, une des fragilités, un des problèmes que posent les chatbots, les ChatGPT et autres, c'est que par principe, ils répondent systématiquement. Et d'ailleurs, de plus en plus, les algos se nourrissent. Donc voilà, on vient d'observer qu'ils sont entraînés pour répondre, et donc au risque d'inventer, d'halluciner, d'inventer des sources.
Vous êtes un penseur de la data, je le disais, depuis quelques années. Qu'est-ce que ça nous dit par rapport à notre société? Vous qui avez en plus un œil à l'international, qui avez fondé Courrier International, qui, par principe, est un magazine, enfin, est un journal qui comprend les sociétés, qui compare, en tout cas, qui comprend les différences. Qu'est-ce que ça nous dit sur notre société, ce besoin de Vera? Ce besoin, il faudrait qu'il se vérifie. Pour le moment, on en a des signes. En fait, aujourd'hui, c'est pas évident pour quelqu'un d'aller vérifier une information, puisque les outils d'information, même Google, leur qualité se dégrade au fil des années. La capacité aussi d'apporter des réponses fiables des chatbots se dégrade, notamment parce qu'ils sont progressivement contaminés par la fausse information. Et donc, on a essayé de concevoir un outil. On ment plus qu'avant. On veut dire, c'est les outils qui permettent au mensonge de se diffuser plus vite. On ne ment pas plus qu'avant, mais les plateformes sociales, les outils numériques amplifient, accélèrent ces phénomènes de propagation. Donc en fait, on a évidemment un changement d'échelle considérable, mais on ne ment pas plus nécessairement. Dans le monde des entreprises, puisque j'essaie de me raccrocher au thème de la soirée, les entreprises sont confrontées au moins de 4 manières à la thématique de la vérité. La première, c'est dans leur usage quotidien, dans leur fonctionnement, dans leur prise de décision. Elles ont besoin d'informations, mais leurs critères, leur rapport à la vérité est pragmatique. Ce qui importe, c'est que l'information soit utile, qu'elle soit pertinente, pas nécessairement qu'elle soit totalement vraie, au sens d'une vérité scientifique. Donc c'est un rapport pragmatique. Après, il y a la seconde sphère qui est celle de l'information comptable, la comptabilité, où là, le rapport à la vérité est absolu. Il est procédural. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des règles, des normes à observer, et on sait que les chiffres qui résultent des opérations comptables ne sont pas une vérité brute, c'est une vérité conventionnelle, mais dont on a besoin pour se comparer, communiquer avec les partenaires de l'entreprise, les banquiers, les salariés, voilà. Les fonds d'investissement. Voilà. Et puis il y a une troisième sphère, là, c'est celle de la communication externe, publicité. Et là, le rapport à la vérité est forcément ambivalent, puisque l'enjeu, c'est de valoriser, de faire valoir, et avec la tentation d'enjoliver, d'idéaliser, et même la tentation le risque de basculer dans la communication trompeuse. Et puis il y a la quatrième sphère, qui est celle des engagements sociaux, éthiques, avec là aussi un rapport ambivalent, puisque la tentation est là aussi forte de rester un portrait trop avantageux de l'activité. Voilà, au moins 4 rapports à la vérité. Et de manière générale, je dirais qu'on ferait mieux de parler de loyauté, d'authenticité, par exemple pour les engagements, de loyauté pour la communication externe, et de sincérité pour l'information comptable. Merci pour ces conseils, Maurice. Dorit, je me tourne vers toi. Évidemment que la vérité, lorsqu'on porte des sujets comme les tiens, qu'on est une influenceuse, une créatrice de contenu, tu me donneras la définition que tu préfères. Créatrice de contenu. Créatrice de contenu, mais sur ton site, c'est encore marqué influenceuse, figure-toi. Ah non, il y a écrit influente, c'est différent. Influenceuse LinkedIn, figure-toi. Sur ton site, j'ai regardé il y a 2 heures. Putain, je modifierai. Écoute, nous vérifierons ensemble. J'espère me tromper, mais l'ai pas fait je crois que je ne l'ai pas trouvé tout seul. Je vais gronder. Voilà, donc créatrice de contenu. Évidemment que la sincérité, c'est crucial et la vérité de tes messages, tes propos. Comment toi, tu entretiens, comment toi, tu vois tout simplement cette notion de vérité sur les réseaux sociaux, alors qu'on voyait à l'instant qu'effectivement, quand ils étaient utilisés à d'autres fins, ils étaient au contraire pourvoyeurs de vérité, on va dire, tout à fait subjective.
Pour moi, la vérité sur les réseaux sociaux, malheureusement, tout le monde l'a. C'est le problème des conflits, de beaucoup trop d'agressivité. Les gens oublient trop souvent que derrière les écrans, il y a des humains. Donc c'est vrai que si on part sur cette notion de vérité, malheureusement, elle est très subjective. Maintenant, ma vérité, en tout cas à moi, sur les réseaux, c'est que c'est extrêmement puissant. Ça peut changer des vies, dans le positif, bien évidemment. On est là pour parler de belles choses. Et moi, j'en suis l'exemple, parce que par mon parcours, voilà, j'ai eu aucun privilège, d'où je viens, etc. Et puis, j'ai créé ma marque personnelle sur LinkedIn. Et c'est ce qui m'a permis d'avoir un parcours qui n'était vraiment pas préconçu, on va dire, par rapport à... Voilà, Rien n'était écrit. Ouais, les diplômes que j'ai pas, les parents que j'ai pas eu pour payer les appartements, pour me loger pendant les études que j'ai pas faites. Enfin voilà. Donc cette vérité-là, elle est très puissante parce qu'en fait, on parle de personal branding, donc créer sa marque personnelle, et ça permet effectivement de changer vraiment des vies pour les personnes comme moi qui ne croyaient plus forcément à l'égalité des chances. Et cette égalité des chances, elle fait polémique à juste titre. Parce qu'on va vous dire, effectivement, je suis la première à le dire, croyez en vous, etc., etc. Alors c'est bien beau, mais dans les faits, où sont les actions ? Les actions, on est maître de nos actions. Donc c'est pour ça que cette vérité-là, pour moi, elle est essentielle. C'est s'emparer des réseaux quand on se dit qu'on n'a pas forcément d'issue, quand voilà, on n'a pas forcément... on n'est pas attendu, en fait, que vraiment personne nous attend. Créer sa marque personnelle, notamment sur LinkedIn. Et ensuite, on peut être contacté par des entreprises fabuleuses et avoir un parcours qu'on n'aurait jamais pensé avoir. Donc il y a cette vérité-là qui est purement business, entrepreneuriale. Puis après, il y a la vérité humaine. C'est-à-dire que les réseaux, c'est incroyable. Moi, à la base, je suis quand même arrivée sur LinkedIn parce qu'il n'y avait aucune boîte qui voulait m'embaucher. C'est quand même ça le démarrage. J'ai dû recevoir 500 mails de refus automatiques. Dans la même période, on parle de quelques mois, et je me retrouve à raconter un petit peu mon parcours de vie, sans trop savoir si il y allait avoir Pierre-Paul Jacques qui allait s'identifier ou pas. Il s'est trouvé qu'il y avait un petit peu plus de prénoms que ça qui se sont identifiés. Je reçois énormément de messages de gens qui me remercient juste humainement. Ils n'ont rien à me vendre, ils n'ont rien à me proposer. Ils prennent quand même de leur temps, et c'est important de le dire, pour me dire merci parce que tu as parlé de ça, de ça, de ça. Et en fait... ça me touche et ça m'aide. Et je me sens moins seule. Et encore aujourd'hui, il y a beaucoup de patrons, je pense, qui ne m'aiment pas. Il n'y a pas de problème et j'accepte. Je reçois tous les jours, j'ai 94 000 abonnés sur LinkedIn. Donc il y a la quantité de messages que je reçois qui vont avec. Je reçois tous les jours des messages d'ex-salariés qui me disent, à force de te lire, parce que je parle beaucoup du bien-être au travail sur LinkedIn, à force de te lire, je réalise que je vis un management toxique, je ne l'avais pas conscientisé. Du coup, j'ai démissionné. Et voilà, et ça, c'est cette vérité-là des réseaux sociaux, d'aider les gens à prendre conscience de certaines choses, que ça soit des traumas, de la vulnérabilité qu'ils n'osaient pas accepter, parce que c'est honteux, c'est honteux de faire une dépression en 2025. Tout le monde va bien, attends quand même, mets tes problèmes de côté et fais un petit effort, parce que, tu sais, les enfants en Afrique, ils meurent de faim. C'est des discours que des gens tiennent. C'est des discours que des gens tiennent. Il y a toujours pire ailleurs, etc. On appelle ça la positivité toxique. Et d'avoir quelqu'un, je ne suis pas la seule, d'avoir en tout cas quelqu'un en mon nom qui prend la parole et qui dit la dépression c'est ok, le management toxique ça existe, et puis effectivement vous pouvez être salarié et à un moment donné vous dire attends quand même, j'ai envie de gagner mieux ma vie, j'ai envie d'être plus libre, j'ai envie de faire des choses qui ont du sens. La Gen Z, on pourrait en parler longtemps, Mathieu, de la Gen Z, qui est en quête de sens, beaucoup, qui ne veut plus juste un CDI comme l'époque de nos grands-parents qui rentraient dans un taf à 16 ans, qui en ressortaient à 65 et qui remerciaient le ciel tous les jours d'avoir un patron qui veut bien leur donner 1 200 € tous les mois. Voilà, là, aujourd'hui, ils cherchent du sens. Et voilà, d'avoir des gens sur les réseaux qui vous disent vous pouvez concilier le sens, la liberté et l'argent, oui, c'est important. Alors comment on peut, en toute vérité, Dorit, comment est-ce que peut concilier sens, argent et bien-être si tant est qu'on ne l'a pas trouvé dans une entreprise ? Tu sais, on en revient vraiment à l'essence de mon discours de début, c'est-à-dire le personal branding sur LinkedIn. Vraiment, vraiment, moi c'est un réseau que j'aimais pas. Je détestais LinkedIn. Moi, je suis un enfant de Skyrock. Je ne sais pas si tu as connu Skyrock. On peut même éventuellement poser un petit Skyblog dessus. Voilà, exactement. J'en avais 3, j'adorais Skyblog.
Et voilà, moi j'aime ça, j'aime ce truc où tu te prends pas la tête. Tu vas poster les frères Scott, tu vas poster Pokémon. Je me dis mais qu'est-ce que c'est que cet endroit, mon Dieu, mais sortez-moi de cet enfer. Tout le monde commence leur post par cher réseau, ils finissent presque leur post par cordialement. Personne parle comme ça dans la vie. C'est cette sincérité que tu penses qui fait cette vérité C'est peut-être vrai, hein. qui représente toute une génération. C'est ça qui, sur LinkedIn, a fait la base de ces 94 000 abonnés? Ben moi j'en suis convaincue qu'en fait je suis arrivée avec mon authenticité et en fait je me suis dit juste sois toi-même. Et au début j'avais rien à vendre, j'avais rien à proposer, je cherchais juste un CDI, je voulais même pas être entrepreneur, vraiment. Et pour répondre vraiment à cette question de comment on peut faire, vraiment c'est ça, c'est cette authenticité de se dire j'arrive, j'ai peut-être pas d'idée et c'est ok, mais en tout cas l'idée c'est de construire son audience avant d'avoir son produit. Si tu as ton produit et que ton audience, tu l'as pas, tu vas le vendre à qui ton produit en fait? Ça, mais ça sert à rien. Donc moi, Ça paraît simple comme ça, mais ça paraît simple. construire une audience sans idée, non, mais il y en a 2-3 qui essayent. Je pense toi, tu es là aujourd'hui parce que tu as réussi, mais... non, mais à la base, moi, j'avais mon audience, mais j'avais pas d'idée. Je suis arrivée, j'avais 30 000 abonnés. En quelques mois, je suis arrivée, j'avais 0. En 3 mois, j'avais 30 000 abonnés. J'ai fait, bon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Et ce 0 à 30 000, parce que je pense qu'il y en a 2-3 qui nous regardent, qui se demandent, comment tu fais 0-30 000 from scratch comme ça? Je partage des choses sur mon parcours, je parle de management toxique, des choses que j'ai vécues, des choses que je pense. Je prends des études IFOP que j'ai vues sur l'état de santé psychologique des salariés. Maurice, c'est validé, IFOP, c'est bon? C'est bon. Je les adore, IFOP en plus. Et, ils font un travail incroyable. Et en fait, c'est cette authenticité-là qui fait que j'ai fédéré autant de personnes. Et au bout de 30 000 abonnés, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Et effectivement, je n'avais rien à proposer. Et là, je me suis dit qu'on fait le ghostwriting, qui est en dehors de mon média aussi mon travail, vraiment à l'origine de l'entrepreneuriat. C'est que j'écris les publications LinkedIn des chefs d'entreprise et des DRH. Et j'ai observé qu'il y avait un besoin et que je savais bien écrire, parce que si je savais mal écrire, au-delà de mon histoire, j'aurais pas eu en quelques mois 30 000 abonnés, soyons très sincères. Donc c'est ça que j'aimerais dire aux gens, c'est même si vous n'avez pas d'idée, vraiment créez votre audience, créez votre personal branding, l'idée elle viendra après. Moi j'avais cette audience, le jour où j'ai fait le post en juin 2022 pour dire coucou tout le monde, pas comme ça mais on s'entend. Je me lance ghostwriter, ça y est, j'ai décidé que j'allais quitter le salariat et que j'allais écrire les posts LinkedIn des chefs d'entreprise. J'ai reçu 10 messages de chefs d'entreprise dans les 15 jours qui ont suivi. Mon premier mois de chiffre d'affaires, je sais qu'on est en France et qu'il y a des tabous, moi j'en ai pas. Premier mois de chiffre d'affaires, j'ai fait 14 000 euros. Non, mais voilà, donc ça, c'est des choses à dire. Et je n'avais, à la base, quand je suis arrivée sur LinkedIn, rien à proposer. Voilà, si ce n'est, je cherche un CDI. Voilà. On vous avait promis de la vérité sur cette émission, vous savez tout. Il nous reste 5 minutes. J'aimerais rebondir sur ce que vient de dire Dorit sur la vérité dans le management, puisque c'est une des sphères que vous évoquiez, Maurice. Cette recherche de sens et ce rapport managérial est forcément un petit peu, pas malmené, mais évolue. Les attentes évoluent, le rapport à ces équipes évolue avec les générations qui arrivent, qui se succèdent. Quand la vérité managériale, elle donne le tempo de l'engagement des collaborateurs, on arrive peut-être à tirer le meilleur profit de ces équipes, à leur donner un environnement de vie sain. Là, on passe en mode talk. Comment est-ce que vous, aujourd'hui, vous emmenez vos collaborateurs avec transparence, sincérité, authenticité et vérité? Le management de la vérité. Clara, peut-être? Oui, moi, je veux bien répondre là-dessus parce que je pense qu'il ne faut pas confondre la transparence et la vérité. La vérité, c'est ce que j'ai dit au début, hein, c'est vraiment de tenir ses engagements, tenir ses promesses, mais de savoir aussi bouger, hein, parce qu'une entreprise, c'est un corps social extrêmement mouvant. Nous, l'engagement qu'on avait au départ, c'était la générosité, la parité, l'ESG et d'aider les entrepreneurs qui cherchent à transformer le monde de demain. On s'y est tenu même dans les moments difficiles. Mais ce que je voudrais raconter comme anecdote, c'est que moi j'ai 65 ans, Gonzague en a bientôt, en a 69. Et donc on a décidé, même si notre Ray c'est notre bébé, de passer la main managériale. Et donc on a créé un conseil de surveillance et un directoire. On l'a annoncé avant de le faire. On a dit que ça aurait lieu, qu'on prenait le temps
et que ça aurait lieu en mai 2025. C'était une période où les levées de fonds étaient compliquées, mais on a quand même tenu notre calendrier. Et on l'a fait. Et une de nos collaboratrices qui est venue nous voir en nous disant « Je vous remercie parce que nous, on pensait que vous alliez reprendre dans les rênes du camion parce que dans des périodes où ça tangue, mais vous avez continué le process. » Donc, je crois qu'il y a la vérité, la sincérité, mais c'est aussi le courage, en fait. C'est le courage de tenir les engagements qu'on a faits vis-à-vis de ses propres équipes, vis-à-vis des valeurs qu'on porte. Et moi, je suis totalement d'accord, enfin très sensible à ce que vous dites, parce que le management toxique, c'est souvent des chefs d'entreprise qui n'ont pas confiance en eux. Et au fond, il faut peut-être tout simplement les accompagner eux aussi, parce que les entrepreneurs ou les chefs d'entreprise, c'est pas des mauvaises personnes. Ils essayent de créer leur business, mais quelquefois, le management toxique fait que c'est surtout parce qu'on les accompagne pas. Et nous, dans nos participations, des moments qui sont difficiles, et le fait d'être des investisseurs engagés auprès d'eux pour les aider dans les périodes de crise à ne pas justement déraper dans le management qui fait souffrir les collaborateurs. En fait, au contraire, il faut se réchauffer ensemble. Quand l'entreprise traverse une tourmente, il faut savoir se tenir chaud et se dire qu'on est bien ensemble et qu'on va traverser la tempête. Et c'est ça, je crois, le management, le management humain. Et puis, je voudrais, parce que je suis une femme et qu'on est deux femmes sur ce plateau, je voudrais aussi parler du fait que la vie personnelle est très importante dans l'entreprise. Moi, je sais que nous, quand on recrute les gens, on leur demande c'est quoi ta vie, ta situation familiale. Normalement, on n'a pas le droit de poser la question. Mais nous, on la pose parce qu'on a besoin de savoir s'il y a une grand-mère qui est malade, s'il y a... Quelqu'un aidant. Et si c'est des personnes aidantes et tout ça. Et au fond, c'est pas l'idée qu'on ait une famille, parce qu'évidemment, chacun a sa famille, mais de prendre la personne dans sa globalité avec les soucis qu'elle peut avoir à l'intérieur ou à l'extérieur, et notamment pour les femmes et pour les hommes aussi, puisque maintenant les pères sont des pères très actifs. Ne pas opposer la vie personnelle et la vie familiale. Je pense que ça aussi, c'est pas un sujet d'aujourd'hui, mais c'est un sujet de vérité pour tous les salariés d'aujourd'hui, de pouvoir concilier aisément sa vie personnelle et sa vie professionnelle, et de pouvoir en parler, de pouvoir le dire, de pouvoir l'exposer. Quand on a un enfant malade, de pouvoir le dire et sans se dire que on va être, on va plus pas avoir de promotion, etc. Donc c'est un autre élément de la vérité, mais il me semble absolument clé, parce que la clé du succès d'une entreprise, c'est des salariés et des collaborateurs qui sont heureux, qui ont mettre du sens dans ce qu'ils font et qui ont le sentiment qu'ils ne sont pas des ressources, mais qui sont des personnes pleines et entières et qu'on les prend comme telles. Merci Clara, je pense Dorit que ça corrobore bien ce que tu disais. Oui, mais bravo d'avoir insisté sur l'importance du leadership, et que c'est un vrai métier, qu'on ne s'improvise pas leader, manager, on doit les accompagner. Et il y a de nombreuses structures qui le proposent, bien évidemment, et ça évite des dérives. Comme vous l'avez si bien dit, le capital humain, c'est l'essence. C'est l'essence d'une entreprise. Et c'est un métier à très très haute responsabilité. Le management, ça peut valoriser comme détruire des gens. Donc c'est très important. Merci Dorit, on arrive à la fin. Je suis désolé, je dois t'embêter. David, le mot de la fin, 30 secondes. Moi, je crois que si les collaborateurs ne montent pas 4 par 4 les marches et prennent pas du plaisir dans leurs entreprises, surtout, il faut qu'ils changent. Ensuite, je pense que, en effet, tout peut être co-construit. Je sais que dans mes organisations, tout est co-construit. On a un cap à 10 ans. Ils ont eu leur mot à dire. Moi, j'ai des centaines de collaborateurs. Je suis 1/100e, etc. J'ai inversé la pyramide. C'est un V. Moi, je suis au service de mes collaborateurs. Ils doivent porter le projet. Par contre, on l'a partagé lors du recrutement. 100% des recrutements, ils passent avec moi à un assez long moment, plusieurs fois, pour échanger, afin qu'on soit sûr justement qu'on ait cet esprit de famille. Les valeurs. Les valeurs, voilà, c'est le plus important. Ensuite, je crois que s'il y a une certaine liberté et une grande responsabilité des collaborateurs, alors ça crée le bonheur, je te rejoins, et la performance de nos collaborateurs. Donc moi, sans eux, je ne serais pas là aujourd'hui, parce qu'ils ont trimé toute la journée dans le monde entier. Ils sont exceptionnels, et je leur dis tous les jours, chaque fois que j'ai une conférence avec eux, je vous aime. Dites à vos collaborateurs, très sérieusement, je vous aime. Et moi, je leur rappelle mon motto qui est de vivre avec amour, passion, plaisir, engagement, beaucoup de spiritualité, parce qu'on n'est qu'une microseconde dans cet univers où il y a des milliards de planètes, et avec un peu de légèreté, parce qu'il ne faut pas se prendre trop au sérieux. Mesdames et messieurs, je vous propose d'applaudir nos intervenants.
Merci à tous. On a même dépassé de quelques secondes avant de rendre l'antenne. Merci beaucoup Clara, David, Maurice, Dorit. Merci à tous les quatre d'avoir bien voulu passer ce moment avec nous en direct de Big, l'édition 2025 avec BPI France depuis l'Accor Arena. Vous continuez dans un instant la suite des programmes sur Be Smart for Change. Merci à tous.